L'entrepreneur est quelqu'un qui se jette du haut d'une falaise et construit un avion sur le chemin de la descente, a dit Reid Hoffman, le cofondateur de LinkedIn. L'entrepreneuriat est devenu monnaie courante en Afrique, dans le monde entier, dirais-je. C'est un générateur de revenus, c'est un créateur d'emplois, mais c'est aussi un chemin parsemé d'embûches. Aujourd'hui, pour ce numéro de Et si on en parlait, nous allons aborder un thème, l'entrepreneuriat, un parcours de combattant. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue sur la WF1 TV. Travailler pour soi, réaliser ses projets, c'est le rêve de beaucoup. Certains y arrivent, d'autres échouent et jettent l'éponge. Mais il y a certains qui tombent et qui se relèvent. Alors aujourd'hui, pour parler de ce thème sur l'entrepreneuriat, qui est un parcours de combattant, nous avons 4 invités sur notre plateau. Madame Ramatoulaye Diaw, qui est la directrice partenariat de communication de l'ADER. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur ce plateau. Merci également à vous de cette belle opportunité que vous nous offrez pour parler d'une question d'actualité qui passionne beaucoup de jeunes et de femmes, l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. Docteur Céliba, vous êtes sociologue. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci aussi de partager, de discuter sur ce thème entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Merci. Et nous avons 2 entrepreneurs. Nous avons Madame Estève Sarah qui est employée à plein temps, mais qui est aussi une femme entrepreneur. Bonjour Madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Et nous avons le seul homme du groupe, on va dire. Et le plus jeune aussi. Et le plus jeune en plus. Il s'appelle Djibril Mbaye. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Madame Sadio et merci beaucoup pour l'invitation. C'est un honneur pour moi d'être ici. Merci. Alors, nous allons commencer par Madame Diaw. Alors, Madame Diaw, je rappelle que vous êtes la directrice partenariat de communication de l'ADER. Alors, pourquoi avoir créé l'ADER et à qui est-ce que ça s'adresse? La création de l'ADER est partie d'un constat au Sénégal. Après des études, il y a de plus en plus de jeunes qui ont du mal à trouver de l'emploi salarié. Et également les femmes qui font face à des contraintes parfois socio-culturelles, parfois aussi des contraintes économiques pour pouvoir subvenir de façon très autonome à leurs besoins. Et ces 2 couches de la population qui peuvent être considérées comme des couches vulnérables avaient des difficultés d'accès au financement pour pouvoir voler de leur propre aile. Il fallait donc trouver des solutions adaptées, une solution adaptée à cette couche particulièrement vulnérable qui doit jouer un rôle important dans le pôle économique, socio-économique du Sénégal. Raison pour laquelle l'ADER a été mise en place en 2017, fin 2017, avec le début de ses activités au mois de mars 2018, avec une date très symbolique, le 8 mars, Journée de la femme, pour marquer donc cette symbolique, pour marquer cette tonalité orientée autonomisation des femmes. Donc la création de l'ADER a été effective pour donc accompagner les initiatives entrepreneuriales des femmes et des jeunes et leur faciliter l'accès au crédit tout en faisant la promotion de l'entrepreneuriat au Sénégal. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce que l'ADER et est-ce que tous les secteurs ont droit à l'appui de l'ADER? Alors, l'ADER, c'est le guichet unique de financement de l'autonomisation des femmes et des jeunes au Sénégal. Ça a été déclaré par le chef de l'État depuis l'année dernière parce que vous n'êtes pas sans le savoir qu'au Sénégal, il y a plusieurs structures d'accompagnement pour les jeunes. Certaines structures sont positionnées sur le volet financement de la formation, notamment le 3FPT. D'autres structures sont spécialisées dans l'accompagnement technique et l'ADER est l'un des maillons donc, de ce parcours de l'entrepreneur qui consiste au financement pour les projets. Et par rapport à cette mission qui nous est confiée, nous avons voulu embrasser l'ensemble du parcours de l'entrepreneur parce qu'on considère qu'un entrepreneur, il ne s'agit pas forcément de lui donner que de l'argent
pour le laisser voler de ses propres ailes, il faut l'outiller, il faut le préparer à dérouler son projet. Et donc, dans l'offre de financement de la DER/FJ, on peut avoir des services non financiers. D'ailleurs, c'est le début du parcours de l'entrepreneur au niveau de la DER/FJ, avec notamment tout ce qui est formalisation. Vous savez qu'on est dans une économie informelle, donc les entrepreneurs qui viennent chez nous, s'ils sont formalisés, tant mieux, on peut continuer le processus d'accompagnement. Mais s'ils ne sont pas formalisés, la DER les accompagne pour pouvoir faire l'immatriculation et pouvoir donc être dans les normes par rapport aux indicateurs économiques du Sénégal. Il y a aussi le volet formation qui est pris en charge avec des partenariats qui sont noués, notamment avec le 3FPT, avec des structures du secteur privé, pour que les entrepreneurs qui ont leur projet bien pensé, avec une bonne idéation, puissent être en mesure de dérouler ce projet, parce qu'il faut un renforcement soit en termes de capacité de gestion ou un renforcement par rapport à l'éducation financière pour voir comment on peut gérer les recettes, comment on peut optimiser ses dépenses. Il y a aussi un appui technique par rapport à certains secteurs spécifiquement. Et pour en revenir à la question des secteurs qui sont adressés par la DER/FJ, la DER/FJ est alignée au secteur prioritaire du plan Sénégal émergent. Tous les secteurs porteurs de notre économie. On a en priorité l'agriculture, il y a l'élevage, le tourisme, la pêche. Il y a le secteur des services qui a un développement très considérable actuellement au Sénégal, les industries culturelles et créatives. Il y a également le numérique qui doit porter la croissance, qui doit être un vecteur de croissance multisectorielle. Pour résumer, on peut dire que la DER/FJ s'adresse à tous les secteurs, sauf le BTP, l'immobilier et aussi le commerce, parce que la politique, ce qui a sous-tendu aussi la création de la DER/FJ, c'est de faire de la création de valeur et de la création de richesse. En interdisant donc le financement du commerce, c'est pour permettre à nos entrepreneurs, notamment les agriculteurs, de pouvoir écouler leurs produits et permettre dans la chaîne de valeur qu'il y ait de la transformation jusqu'à la commercialisation et aussi à l'exportation. Donc on veut inciter les Sénégalais à consommer ce que nos entrepreneurs produisent, à créer de l'emploi, parce que si on fait de l'importation, on va créer de l'emploi dans un autre pays, alors que notre objectif c'est de permettre à nos jeunes et aussi à nos femmes de pouvoir avoir de l'emploi et aussi valoriser tout ce qu'on a dans nos différents terroirs, toute cette richesse dont regorge le Sénégal et qui pour l'instant est encore sous-exploitée. Ça veut dire que ces personnes qui peuvent adhérer, ce sont les femmes et les jeunes? Oui. Seulement? Pour les jeunes, on pense principalement aux hommes. Il faudrait être âgé entre 18 et 40 ans pour les hommes. Pour les femmes, c'est à partir de 18 ans, mais il n'y a pas de limite d'âge. Merci beaucoup, Madame Diaw. Alors, nous avons sur le plateau, comme vous le savez, deux entrepreneurs. Et nous allons commencer par Madame Esther. Alors, Madame Esther, vous êtes mère de famille, vous êtes une épouse, vous êtes employée dans une entreprise de la place, mais aussi vous êtes une jeune entrepreneur, je vais dire, dans le secteur de la mode. Alors, comment parvenez-vous à porter toutes ces casquettes? Ce que j'aimerais dire pour l'entrepreneuriat, pour ce que je fais, pour porter cette casquette, il faut aimer ce qu'on fait. C'est ce qui nous donne la motivation de, malgré toutes les épreuves qu'on puisse avoir, tous les échecs qu'on puisse avoir, de toujours se relever et de continuer. Après, il faut mettre chaque rôle à sa place. Par exemple, mon travail, je le fais correctement. Je ne profite pas de mes heures de travail. Comme on le dit, il faut rendre à César ce qui est à César. Donc aujourd'hui, je respecte mon travail parce que c'est ce qui me permet de quand même financer cette activité que j'aime bien. Donc je mets chaque chose à sa place. Je vais avoir du temps pour ma famille, pour mon travail et pour mon entrepreneuriat. Je dirais que je prends sur mon temps personnel. Par exemple, je me lève très tôt, je dors très tard pour pouvoir avancer. Donc, du coup, vous arrivez à avoir un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle? J'essaie de mettre chaque chose à sa place. Par exemple, je sais que de 8h à 16h30, je suis au boulot. Avant 8h30, j'essaie de faire un peu pour ce que je dois faire, publier sur mes pages, réfléchir à des modèles. Et voilà, j'essaie de mettre chaque chose à sa place. Alors, vous, Djibril, vous êtes un jeune entrepreneur de 23 ans. Exact.
Et comment est-ce que vous arrivez à faire en sorte que votre activité entrepreneuriale n'empiète pas sur vos occupations estudiantines et votre travail? Parce que je rappelle, Djibril, il est entrepreneur certes, mais il travaille à temps partiel et les soirs, il part à l'école. Donc comment est-ce que vous arrivez à faire en sorte que ça n'empiète pas sur vos autres occupations? Tout d'abord, en tant qu'entrepreneur, je savais que ma vie allait changer en fait. En décidant d'entreprendre, on sait déjà que ta vie va changer. Donc, en prenant conscience de cela, donc il va falloir faire une organisation interne et réorganiser ma vie. Allier travail, études et entrepreneuriat. Comme chaque matin, on essaye de faire notre to-do list, même si on ne l'écrit pas. Oui. Même si on ne l'écrit pas, on sait déjà la façon dont on va organiser notre show. Donc, le matin, on va au boulot. À 16h, on descend et direction à l'école. Et le soir, on est sur les pages, on essaie d'écrire de nouvelles stratégies. Mais en tout cas, on donne, comme l'a dit Sarah, on donne à chaque chose ce qu'elle demande. Et on essaie aussi de le faire avec l'amour et la passion, parce que s'il n'y a pas une motivation, on ne pourra continuer. D'accord. Alors, j'aimerais que vous parliez brièvement de votre activité, dans quel secteur est-ce que vous êtes et comment vous est venue cette idée d'entreprendre? Alors, nous sommes dans le secteur de l'agroalimentaire, dans la transformation de fruits en confiture. Donc, nous faisons des confitures de mad, nous faisons des confitures de mangue, de tôle, et d'autres fruits quand même. Et d'où m'est venue l'idée? Bon, je dirais par le biais d'un ami, d'un frère, je dirais d'un de mentors, que je salue de passage. On était dans un bureau, dans notre bureau, on parlait, on discutait d'activités génératrices de revenus. Il m'a dit, il faut qu'on vende du mad. Je lui ai dit, mais pourquoi vendre du mad? Un homme ne vend pas du mad. Je lui ai dit, oh non, je ne le ferai pas. Il me dit, d'accord, moi j'ai vu que c'est quelque chose qui peut rapporter à la boîte. Je lui ai dit, d'accord, je vais essayer. On a essayé et déjà au niveau de l'environnement, il y avait la demande. Parce qu'on était près d'une école de formation professionnelle. Donc il y avait la demande. On a essayé ça et les premiers jours, ça a fait boom. Donc on va dire, on va continuer cette activité. Après un mois, on a décidé d'arrêter l'activité. Parce qu'on avait jugé, ils avaient jugé même, que ça ne générait pas beaucoup de revenus, parce qu'il y avait beaucoup de charges. Je leur ai dit, d'accord, moi je vais continuer l'activité. Parce que je voyais qu'il y avait la demande. Mais au-delà de ça, l'amour commençait à s'installer petit à petit. Parce que déjà, mes camarades de classe aimaient la confiture, et même si je n'en amenais pas, ils me contactaient, ils me disaient, il faut amener, on aime la chose. Et il y en a même qui sont allés jusqu'à nous accompagner, je dirais, en quelque sorte. Et c'est ce qui nous a motivés à continuer l'activité. Et aujourd'hui, on est sur de bonnes roues. En tout cas, j'attends ma confiture, je vais dire. Alors, docteur Ba, on a vu ces deux profils qui sont différents, mais je suis tentée de dire similaires. Parce qu'on a une dame entrepreneur qui travaille aussi, qui est mère, qui est épouse. On a un jeune homme qui travaille, qui est étudiant et qui est entrepreneur. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il puisse avoir un déséquilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, de sorte à provoquer une anxiété et plus de stress? Merci beaucoup. C'est vrai que c'est deux profils intéressants. Et je dirais que peut-être le problème de conciliation, je n'ai pas parlé de déséquilibre, mais je vais parler plus de conciliation, ça sera plus Sarah. Donc c'est Sarah qui va avoir plus de problèmes à concilier que Djibril. Oui. Pourquoi? Parce que Sarah va gérer d'autres responsabilités que Djibril n'a pas. Donc, être responsable d'être épouse, qui est une forte responsabilité, oui, plus oui, ça déjà c'est un travail, plus cette charge d'être mère aussi. Donc déjà ces deux-là, parce que quand elle dit
que j'essaie de voir le matin, avant d'aller déjà le matin, c'est des besoins, c'est des responsabilités d'épouse, de maman qui vont s'exprimer. Et aussi le soir, ça revient. Donc, et je me suis dit dans ma tête, à quel moment voilà, que ce rôle va s'affirmer, vu que de 8h à 16h, elle est sur son boulot, et après 16h, elle est au niveau de l'entrepreneuriat, à quel temps? Donc, Sarah va avoir beaucoup plus de difficultés dans la conciliation, et c'est heureux de la voir toute radieuse, toute belle, parce que si c'était une autre femme, voilà, ça, elle est, voilà. Donc, encore une fois, même dans ce parcours d'entrepreneuriat, les profils ne vont pas être les mêmes qu'on est homme ou femme. Parce qu'il y a ces rôles de genre là, on va parler de genre. C'est ça qu'on appelle le rôle de genre en fait. C'est ce que la société attend d'un homme ou d'une femme. Sachant que ce qu'on attend de Djibril et ce qu'on attend de Sava, c'est différent. Bon, Djibril, il est célibataire, même si Djibril se marie, va avoir moins de contraintes que Sarah, parce que Djibril, socialement, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il puisse gérer bien la dépense, charge de famille, c'est ça. Mais ça, aujourd'hui, Sarah, on est, oui, dans un contexte où la femme est obligée de s'impliquer dans la dépense, mais elle aussi, elle doit assurer, parce qu'il y a ces rôles traditionnels qui sont là, à jouer le rôle de maman, à aussi être aux petits soins. Et ça, encore une fois, c'est du temps. Et dans les formations, malheureusement, ce tic, on est dans cette formation entrepreneuriale classique où on nous dit il faut être persévérant, il faut avoir l'estime de soi, il faut être endurant, il faut être leader dans ce que tu fais, goût de risque et tout ça. Et même dans tous ces modèles, et je parle sous le contrôle de la DER qui dit oui, parce que ça c'est le modèle classique, mais même en termes de formation, c'est des besoins spécifiques que vous allez présenter. Parce que pourquoi on a mis le focus sur les femmes et les jeunes? Parce que c'est deux groupes qui sont nombreux, parce que les femmes représentent aujourd'hui 51% de la population, on n'est même pas à 52%, mais les jeunes représentent plus de 10% de la population. La moyenne d'âge au Sénégal, c'est 19 ans. Donc c'est énorme. Et il y a 100 000 jeunes qui viennent chaque année ou plus sur le marché du travail. Et voilà, on n'a pas de problème d'emploi salarié. Même si le Sénégalais, comme l'Africain, veut ce qui est sécurisé, un emploi sécurisé, mais malheureusement, on a peu d'entreprises. Et c'est intéressant peut-être qu'elles rebondissent, parce que quand on parle de secteur porteur, ça veut dire un secteur qui rapporte attractif. Et les secteurs qu'elle a cités, malheureusement, c'est des secteurs aujourd'hui qui sont dans l'agonie. Quand je prends aujourd'hui la pêche, tout ce qui est halieutique, il y a plein de problèmes là-dedans. Donc, si on incite les gens à aller là-dedans, ça aussi, je pense, comment ils vont gérer ça. L'agriculture, malheureusement, qui n'est toujours pas attractive, même s'il y a des choses qui se font. Bon, voilà. Donc, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui font que ça ne tique pas. Et évoluer là-dedans, ça va encore être beaucoup plus difficile parce qu'encore une fois, on est dans l'entrepreneuriat qui n'est pas créateur de richesse. On n'est pas dans la transformation. On est dans le manière globale, dans un entrepreneuriat de subsistance. C'est-à-dire, on essaie tout de faire vivre avec. Mais on ne saute pas pour être dans des actions d'envergure, c'est-à-dire transformer, créer de la valeur, de la richesse, créer de la richesse. C'est-à-dire recruter le maximum, c'est faire un bon chiffre d'affaires. Et je pense que c'est ça qui reste le principal défi. Parce que moi, ce que je vois, c'est juste comment couvrir quelques dépenses et comment vivre avec. Mais on n'est pas dans tout ce qui est création de richesse. Et je pense que c'est ça, aujourd'hui, les patates chaudes, en tout cas les points majeurs où on doit davantage se recentrer si on veut bien parler de l'émergence. Docteur Ba, maintenant, est-ce que vous pensez que ce serait donc plus facile, hein, je ne sais pas, pour ces personnes-là qui veulent faire de leur activité entrepreneuriale leur activité principale? Quand vous rentrez à l'intérieur du pays, il y a la demande, il y a le marché. La demande, elle est là. Mais encore une fois, il faut questionner notre culture, la culture africaine en lien avec l'entrepreneuriat. Est-ce que ça colle? Parce que quand on est dans l'entrepreneuriat, il y a le goût du risque, prendre des risques. Il faut être aussi égoïste. Il faut être égoïste des fois.
ici, on pense beaucoup aux autres, parce qu'il y a certains qui disent que finalement, moi, je voulais acheter les ordinateurs, je voulais acheter tel pour mettre en place le bureau, mais en même temps, il y avait ma fille qui venait d'accoucher, il y a le baptême, il faut donner. Et moi, l'argent que j'avais prévu, vous avez c'est des détails mais qui sont extrêmement importants. Et là, c'est au sortir d'un entretien, la femme a expliqué et tout le monde, toute la famille disait mais cette femme-là vraiment, elle est radine, elle a sa fille, et on sait qu'elle a l'argent. Et la femme disait mais cet argent-là c'est destiné à ça, c'est pas destiné à ça. Donc tout le monde ne comprenait pas, tout le monde voyait ça. Et du coup, elle ressentait la pression et du coup, elle a pris l'argent, elle les a remis. Donc, pour moi, on doit aller au-delà des standards. C'est-à-dire, quand je dis les standards en termes de concept de contenu, on doit aller au-delà de tout ce qui est risque, tout le classique. L'entrepreneuriat, c'est quelqu'un qui doit prendre les risques, endurant, performant, estime de soi, un vrai leader, visionnaire, etc. Mais il faut, nous, l'entrepreneuriat en Afrique, il faut intégrer ces éléments-là. Donc, parce qu'il faut le soutien de l'entourage. Il faut le soutien. Il y a des gens qui vendent le petit déjeuner, des trucs, mais chaque matin, c'est toute la famille qui vient dire, bon, avec leur pain, donnez-moi quelque chose, donc du coup, tu es obligé de fermer. Donc, tant qu'il n'y a pas cette compréhension et l'appui de l'entourage, ça va poser énormément de difficultés. Mais en tout cas, les potentiels sont là. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de chantiers en Afrique, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a la forte demande qui est là. Mais encore une fois, il faut davantage repenser cet entrepreneuriat par rapport à notre contexte et mettre des éléments qui pourraient davantage, en tout cas, accompagner nos entrepreneurs. Et si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, en plus des problèmes que le docteur a cités, on a un problème avec l'excellence. On n'a pas cette culture de l'excellence. C'est-à-dire, tu as beau être au devant, à chercher les pétales, à vouloir vraiment être terminé parfaitement, par exemple, tes coutures, je veux dire, mais ton équipe ne suit pas. Parce qu'on est dans du grau, ou bien c'est vrai. Et ça, c'est un réel problème qu'on a à tous les niveaux. Oui, le service. On n'a pas la culture de l'excellence. Effectivement, ça c'est le service. Mais tout ça, c'est la formation aussi. Voilà, tout ça, c'est le service bien fait et clean. On ne le voit pas. Que ce soit dans la coiffure, regarder le personnel, on se fait la tête, etc. Mais une personne qui rend service, déjà, il faut être accueillant, il faut que le client soit... Mais regardez dans les salons de coiffure, mais regardez dans nos restaurants. Mais on dirait qu'on va vous donner le plat gratuit, visage renfrogné. Qu'est-ce que vous voulez? Oui, asseyez-vous là. Donc, je pense qu'il y a aussi la formation qui pose problème, mais aussi qui on prend qui? On ne prend pas des personnes formées. On prend tel, on connaît tel, etc. Des fois, c'est la famille, on vient ramasser, on pose. Mais c'est ça aussi. Donc, du coup, toi, tu tires vers l'excellence, mais on te tire par le bas. Donc, finalement, tu es énervé, tu es aigri, et du coup, tu es marginalisé parce que tu évolues dans ton monde d'excellence. Et ils sont de l'autre côté. Et vous en pensez quoi, Madame Dia? Il y a cet aspect d'éducation financière qui est très important pour savoir comment on peut gérer son entreprise. Quelle est la part qu'il faut réserver à l'investissement, à l'achat des matières premières? Quelle est la part qu'il faut réserver aux imprévus en quelque sorte? Et quelle est la part pour les bénéfices? Quelle est la part donc à dépenser pour gérer la famille en quelque sorte? Et donc, tant qu'on n'inculque pas ces notions-là aux femmes, elles seront toujours au même niveau. Tu as beau les accompagner, ça va être un travail décisif. Et c'est un éternel recommencement qui ne leur permet pas de grandir. La preuve, quand on voit les capitaines de l'industrie, on voit que ce sont principalement des hommes. Dans le bas de la chaîne, tu vois beaucoup de femmes soutenues, mais quand on va au sommet, on les verra de moins en moins et ce sont les hommes qui percent le plus. Peut-être parce que les hommes voient plus gros, les femmes ont des visions ou des ambitions plus modestes, mais elles devraient avoir encore plus confiance en elles, savoir qu'elles peuvent aller aussi loin que les hommes et bien plus. Et aussi, il y avait les aspects que vous avez évoqués, tout ce qui est contrainte sociale. Une femme, par rapport aux réalités socio-culturelles, aura du mal peut-être à convaincre son mari pour aller faire un voyage pendant 3 semaines. Il y a le bébé à gérer, il y a le mari à gérer. Alors qu'un homme peut, venir aujourd'hui dire à sa femme, demain je voyage. Pour une femme, pour voyager dans le cadre même du business,
il faut s'y prendre à temps, prendre le temps nécessaire. Faire les courses, regarder le frigo, est-ce qu'il y a tout voilà. ça. Et même à distance, il faut gérer beaucoup de travail. contraintes. Raison pour laquelle il y a quand même des programmes d'accompagnement pour les femmes, notamment avec la Banque mondiale. Je pense à Nicolas Simel aussi, qui a un programme en collaboration avec la DRFG pour accompagner les femmes entrepreneuses, leur donner beaucoup plus de confiance, surtout en termes de soft skills. Donc aujourd'hui, les femmes doivent être beaucoup plus courageuses, beaucoup plus ambitieuses et savoir qu'elles peuvent y aller et réussir tout comme les hommes. Dans ce cas, vous faites le financement, d'accord, et vous faites aussi une des formations pour ces femmes et ces jeunes. Oui, en fait, dans l'offre d'accompagnement de la DER, c'est comme je disais au début, il y a tout ce qui est formalisation pour accompagner les unités économiques et donc contribuer à la formalisation globale de l'économie sénégalaise. Et pour ce volet, tout comme pour la formation, pour l'appui technique, pour l'accès au marché, parce qu'il ne sert à rien d'avoir un projet si à la fin on n'a pas où écouler son produit. Donc dans toute la chaîne, il y a cet accompagnement. Et pour la plupart de ces items que j'ai cités, c'est un accompagnement gratuit de la DRFG. Il n'y a que le financement qui est remboursé, mais on ne vous finance pas et on vous laisse partir, parce que notre objectif à nous, ce n'est pas que de vous donner l'argent et vous laisser partir, mais c'est que vous puissiez réussir votre projet. En réussissant, vous contribuez à l'atteinte de nos objectifs, notamment la création d'emplois, la création de richesses. Et aussi, vous pouvez revenir nous rembourser notre argent pour qu'on puisse financer d'autres jeunes. Donc, si on n'optimise pas, en tout cas, si on ne donne pas toutes les chances de réussite, c'est condamner en quelque sorte l'entrepreneur à échouer. Et après, au lieu de l'aider, on va le mettre dans des difficultés. Et pour éviter ça, donc, il y a tout ce qui est appui technique, surtout. Lui qui est dans l'agroalimentaire, par exemple, s'il a besoin d'un accompagnement, on a tout ce qui est relation avec le bureau de mise à niveau. Il y a les questions de qualité, par exemple, quand on veut exporter à l'international, il y a des normes à respecter. Il y a en tout cas tout ce qu'il faut pour pouvoir accompagner les entrepreneurs à respecter certes les normes locales, mais à viser beaucoup plus loin pour pouvoir exporter leurs produits et donc permettre au Sénégal de valoriser ses richesses à l'étranger et de faire entrer des devises plutôt que de faire de l'importation et d'exporter donc notre argent de l'autre côté. Justement, Djibril, vous avez commencé récemment votre activité. Exactement. Alors, vous avez sûrement dû être confronté à certaines difficultés. Lesquelles? On est novice dans le domaine. Et avec notre travail et avec les études, parfois on a du mal, je dirais, avec quelqu'un aussi qui essaie de s'autofinancer surtout. Parce qu'on ne compte pas sur l'argent comme tout début, avec un projet qui n'est pas encore sur papier. Donc je veux dire business plan. Donc nous on a commencé notre projet. Actuellement nous sommes en phase d'incubation, on est en train d'écrire notre business plan. Mais les difficultés auxquelles on a fait face, c'est surtout au niveau de l'approvisionnement. Donc, nous sommes dans la transformation des fruits saisonniers. Et au moment où nous avons commencé, il y a certains fruits qui étaient en train de disparaître. Donc, on ne s'était pas préparé à acheter et à conserver. Voilà, à conserver pour 6 mois après, 8 mois après. Exactement. Donc, actuellement, on est en train de faire face à ces problèmes-là. Tout ça, c'est la vision aussi. Hein. Oui, exactement, c'est la vision. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, au moment où l'on commençait, on ne s'était pas préparé à ça. Donc, on s'est autofinancé, on n'avait pas les moyens d'acheter. Voilà, tout ça. Donc, c'est le principal problème auquel nous faisons face. L'autre problème, c'est, comme l'a dit tout à l'heure madame, on n'a pas encore fait une formation sur les techniques de conservation. Donc parfois, il faut imaginer s'il y a coupure de courant et qu'il y avait les produits au niveau du frigo ou du réfrigérateur et qu'il y a une coupure de courant de 24 heures. Donc tu te réveilles, tu vois tes produits, tout ce que tu avais fait à l'eau. Donc je dirais la quasi-totalité va être inconsommable. Donc là, on est obligé de se réapprovisionner et de refaire des produits, d'où une perte totalement. Donc tout cela, ça fait partie de la vie de l'entrepreneur, mais à chaque fois, on essaie de nous adapter. Et maintenant, alhamdoulilah,
on sait Vous maîtrisez. 10 façons de ne pas faire une chose. Voilà. On essaie d'être sur le bon rail en quelque sorte. Moi, j'aime bien votre modèle parce que de ce que j'ai compris, vous avez commencé avec quand même une toute petite somme. Exactement. Et vous avez appris de façon très évolutive jusqu'à pouvoir éprouver votre projet. Exact. Pour moi, ça c'est important. Il ne faut pas se lancer avec de grosses grosses sommes. Là, l'échec sera beaucoup plus difficile à supporter. Exact. Mais vous avez appris à grandir et à évoluer jusqu'à éprouver votre projet et ça c'est très important. On a commencé avec 14 pots. Voilà. Le premier jour, on a fait 14 pots et on l'a amené à 10 h et ça s'est terminé à 15 h. Le deuxième jour, j'ai amené 28 pots. Les 28 pots étaient plus rapides que les 14 pots. Ça s'est terminé à midi. Parce que c'était bon. Exactement. Les gens apprécient voilà. ça. Donc, tout ce que nous faisons, on essaie de faire la qualité. Ah oui. La qualité. Moi je suis toujours à côté de mes clients. Ouais. Comment tu as trouvé le produit? Dis-moi s'il y a quelque chose à rajouter ou à diminuer. Voilà. Et je suis très interactive avec eux. Parce que s'il n'y avait pas le client, il n'y aurait pas de produit. C'est le client qui achète le produit. Donc, c'est lui qui conditionne. C'est lui qui te dit, je veux comme ça, je veux comme ça. C'est vrai qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais en débutant, tout au début, il faut se fixer un objectif et dire que je suis là, je suis là. Je suis au niveau A. Il ne faut pas dire aux gens que je suis au niveau B alors qu'on est au niveau A. On risque de se faire mal. Donc, on essaie de nous adapter. On essaie de typiquement, ou je dirais presque, de pallier la demande ou le besoin du client. Justement, Sarah, vous êtes dans l'entrepreneuriat depuis bien plus longtemps que Djibril. À quelles difficultés est-ce que vous avez été déjà confronté? Je ne sais pas comment coudre. Et voilà, mais quand même, je sais imaginer des modèles. Alors, communiquer mes principes et ce que je veux au tailleur, c'est pas aisé. Donc, du coup, je lui dis, je veux ça, ça, ça. Il me fait, c'est pas possible. Et moi, quand je réfléchis, je me dis que c'est possible. Donc, du coup, je dis ça, il dit ça, et Voilà. Il y a divergence. Et souvent, quand j'insiste un peu, il s'avère que c'est possible. Donc, je me disais quelque part que si je maîtrisais quelques fondamentaux de ce que je veux faire, c'est important. Ça aurait aidé. Donc, il y a un jour, j'étais en train de m'énerver sur les commandes. Il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça, je ne peux pas donner ça à la cliente, c'est pas bien fait. Et ma fille m'a dit, mais maman, chaque fois que tu es là, tu t'énerves, tu t'énerves. Il a fait ci, il a fait ça, pourquoi tu n'apprendrais pas à coudre? Si tu cousais, tu aurais moins de problèmes. Et ça m'a fait tilt parce que je me suis dit, tiens, c'est vrai. Parce que si j'avais au moins les fondamentaux, j'aurais pu couper comme je voudrais. Et puis, voilà, donner des instructions peut-être pour la couture et tout. Donc, pour moi, la formation, c'est un premier problème. Et après, il y a le financement. Mais comment vous avez débuté dans la mode? En fait, j'avais cousu des chemises à mon mari. Et les gens lui disaient, mais tes chemises sont jolies. Et puis, il a eu l'idée de dire, bah, c'est ma femme qui fait. Et c'est comme ça a débuté. Il a eu 1 ou 2 commandes. C'est intéressant cette affaire. Et du coup, avant d'avoir les commandes, on est parti nous-mêmes acheter les tissus, aller donner au tailleur, on fait, et puis on propose aux gens. Et ça a débuté comme ça. Mais encore, c'était pas, on faisait ça juste pour le fun. Et il y a une fois, j'ai eu une commande d'une cliente qui m'a commandé des bombeurs. À l'époque, il n'y avait pas autant de bombeurs. Et au Sénégal, on n'avait pas encore la main pour faire ça. Donc je suis allée voir mon tailleur, je dis oui, j'ai une commande de bombeurs. Comment on fait? On a essayé de prendre du matériel sur le marché. On a fait la commande, on a envoyé en France. C'était un fiasco. Wow. C'était une perte. Parce que les bombeurs, on débutait là-dedans, c'était pas bien fait, c'était trop petit. Et la cliente m'a tout renvoyé. Ça, c'est un autre problème qu'on a, c'est-à-dire on ne se base pas sur les standards, on va dans l'à peu près. Par exemple, quand tu commandes une chaussure ou un habit en Chine, tu sais que taille M, le taux de partie de 92 à 98 peut rentrer là-dedans. Mais nous, on était dans des approximations. Et voilà, ça c'était une gifle parce que c'était une perte. J'avais plein de vêtements et je ne savais pas quoi en faire. Et voilà.
Mais c'était une belle expérience parce que depuis lors, on s'est obligé de chercher sur Internet, voir les standards en matière de mesures et tout, chercher du matériel de qualité pour pouvoir me relancer. Madame Dia, on voit dans ces deux cas qu'il y a un problème majeur, le financement. Donc, comment est-ce qu'on peut bénéficier du financement auprès de l'ADER? Alors, pour bénéficier du financement de l'ADER, il faut être un jeune de 18 à 40 ans pour les hommes. Une femme à partir de 18 ans et sans limite d'âge, il faut exprimer la demande de financement. Les financements varient de 10 000 francs à 50 millions selon les différents guichets qu'on a. On a un guichet nanocrédit qui a quand même un mécanisme assez particulier pour le financement et dont les conditions ne sont pas les mêmes. Et par rapport au guichet nanocrédit, ce n'est pas l'ADER qui décide qui elle va financer, mais on a donné la main aux organisations fêtières, aux femmes, aux regroupements, aux GIE pour choisir entre elles quelles sont les personnes qui ont des activités économiques et aussi quel est le niveau de financement que telle personne, en fonction de son activité, peut avoir, en tout cas pour le premier financement. Et c'est à partir de là que les femmes, que les bénéficiaires sont enrôlés et bénéficient donc de ce crédit sous forme de revolving. À chaque fois que les personnes remboursent, à la fin du remboursement, on peut leur donner un nouveau crédit avec une évolution du montant. Ça, c'est le système de revolving et aussi escalier ou de palier, comme a l'habitude de dire ma collègue Aïda Wade, pour aussi permettre aux femmes qui ont des activités dans le petit commerce de ne pas subir le même parcours que les autres types de financement proposent au niveau de la DRFJ. Pour les autres types de financement, il faut aller au niveau des pôles emploi-entrepreneuriat qui ont été lancés par le chef de l'État pour formuler la demande. Vous allez être reçu par un agent de la DER là-bas. Il faut avoir la nationalité sénégalaise. Il faut un certificat de résidence et être dans un des secteurs autorisés, notamment tous les secteurs, sauf le BTP, l'immobilier donc, et le commerce. Pour la diaspora également, il y a un fonds qui leur est dédié parce que l'objectif, c'est certes de satisfaire les entrepreneurs qui sont là, mais aussi de répondre aux préoccupations des Sénégalais qui sont au niveau de la diaspora. Il y a la plateforme d'enrôlement financement.der.sn vers laquelle peuvent se diriger les Sénégalais de l'extérieur pour formuler leurs demandes. Alors docteur, on a vu tout comme Djibril qu'il y a des jeunes novices dans l'entrepreneuriat qui s'y lancent. Et certains, malgré qu'il y ait un problème de financement ou qu'ils soient novices, ils arrivent à se frayer un chemin. Est-ce que vous pensez que c'est dû au fait qu'ils soient peut-être plus intelligents que les autres ou bien plus chanceux? Bon, peut-être pas intelligent que les autres, c'est sauf qu'il soit c'est lié à son parcours personnel. Il y a cet élément-là, mais aussi sa personnalité qui va rentrer. Donc, ce qui fait que c'est une personne qui s'est engagée pour être autonome rapidement. Alors que d'autres ne pensent même pas, ils vont finir leurs études tranquillement et après faire quelque chose d'autre. Et je pense que Djibril est un modèle là. Oui. Et c'est extrêmement important d'avoir aussi des cadres où on a les expérimentés et les jeunes. Que ça peut être des after-work ou en tout cas des rencontres. Je ne sais pas si peut-être la DER le fait, mais c'est extrêmement important pour le partage d'expériences, mais aussi c'est des techniques de coaching aussi. Donc partager des expériences avec des anciens, des gens expérimentés qui font des chiffres d'affaires dans l'agroalimentaire, en contact avec les jeunes comme Djibril qu'il faut encourager. Et c'est heureux de l'inviter ici. Et je pense que ça va pousser aussi d'autres jeunes à se dire que vraiment, moi, vendre des trucs de mode, pour faire quoi? Voilà, donc ça, ce n'est pas comprendre un peu. Donc je pense que Djibril doit beaucoup plus parler, être plus dans les plateaux pour faire face à cette jeunesse. Je vous ai dit que les jeunes représentent 70%, les vieux au Sénégal représentent que 3%. Alors juste peut-être pour rajouter que ce genre d'attitude, ce n'est pas seulement dans les pays en voie de développement qu'on retrouve cela. Quand vous allez en Occident, les jeunes, dès l'âge adolescent,
commence à travailler avec les petits boulots. Et peu importe en fait le niveau de vie qu'on a à la maison. Donc c'est pas forcément de l'entrepreneuriat de survie, mais c'est des choses qui font partie de leur éducation et qui les préparent même à avoir une insertion professionnelle ultérieurement, même s'ils ne peuvent pas voler de leurs propres ailes. Donc il faut que dès le début les jeunes se responsabilisent, sachent qu'il y a quand même un moyen de gagner de l'argent dignement, mais aussi de pouvoir tirer de l'expérience et aussi soulager les parents. En fait, cette expérience en étranger, c'est que là-bas, la personne, on l'apprend à être autonome le plus rapidement possible. Donc, il y a cette empreinte culturelle qui fait que dès majeur, les gens ont hâte d'avoir leurs 18 ans et d'être majeurs. Ici, en Afrique, être majeur, tu peux avoir plus de 40 ans, 50 ans, et tu n'es pas toujours majeur. Parce qu'avant de demander, faire quoi que ce soit, on va demander à maman, la décision, maman, qu'est-ce que tu en penses, papa, avant de prendre une chose. Donc déjà, les contextes ne sont pas les mêmes. Et voilà, et je pense que ça, il faut qu'on tende vers ça, pour qu'on puisse avoir cette culture d'autonomie rapidement, de savoir-faire, les techniques de savoir-faire pour que l'individu, même étant élève, peut s'activer dans d'autres choses. Je pense que ça, c'est un bon moyen de préparation. Ça. Ouais, ce que je voulais dire aussi, pourquoi l'exemple de Djibril, ça me touche beaucoup, parce qu'on est dans un ère de TikTok où les jeunes s'exhibent. Perdent beaucoup de temps. Oui, perdent beaucoup de temps. Les filles, c'est la beauté quoi, avec les selfies. Voilà. Oui. Alors que la vie, c'est pas les selfies, c'est pas je suis belle. Déversement. Il faut chercher sa vie. La vie est dure, il faut chercher. Ça. La beauté, ça s'entretient. Oui, voilà, c'est ça. Et même exactement. Et même TikTok, on peut utiliser TikTok. On peut bien utiliser TikTok. Moi, récemment, il y a 2 jours, je ne sais pas 3 jours, j'ai publié une vidéo de la façon dont j'ai fait mon approvisionnement et la préparation. Mais je vous dis, en moins de 3 jours, actuellement, la vidéo est à plus de 17 000 vues. C'est très bien. Ce qui dit qu'il y a une présence énorme des jeunes. Oui. Et la moyenne d'âge, c'est 18 à 24 ans. Oui, c'est sur les 18 à réseaux 24 sociaux. ans, d'après les statistiques. Ouais. Les jeunes, il y a une présence énorme des jeunes sur les plateformes des réseaux sociaux. Je dis, on a dit, il y a des statistiques même qui disent qu'on passe 6 heures de temps éveillé sur notre téléphone. Et chaque jour, 6 heures de temps éveillé. Il y en a qui dépassent ça. Moi, j'en suis à 12 donc, si on heures l'utilise par jour. Voilà, donc il faut juste savoir bien utiliser quoi, en quelque sorte. Ouais. Voilà. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que vous êtes dans votre émission Et si on en parlait, et pour ce numéro de cette émission, nous parlons de l'entrepreneuriat, un parcours de combattant. Et nous avons sur le plateau 4 invités. Madame Ramatoulaye Diaw, qui est directrice partenariat de communication de l'ADER. Nous avons le docteur Céliba, qui est sociologue. Nous avons Madame Estef Sarah, qui est entrepreneur et aussi employée à temps plein. Et nous avons notre jeune Djibril Mbaye, qui est étudiant et aussi entrepreneur à temps plein. Alors, docteur Ba, on parlait tout à l'heure de ceux qui réussissent à se frayer un chemin. Mais il y a des gens qui échouent. Alors, est-ce que vous pensez que l'échec, le fait d'être au plus bas de l'échelle, il y a une leçon à tirer? Est-ce qu'il faut une remise en question, une remise en cause? Ah bon, oui, bien, forcément. Et je pense que c'est la meilleure chose qui te permettra de rebondir, en fait. Tirer les enseignements, on se casse la tête, il faut s'asseoir et évaluer tout ça. Tirer les leçons et pour mieux rebondir, en fait. Donc, ne pas baisser les bras. La vie, c'est un combat. Donc, les qualités de l'entrepreneur, les classiques, c'est même vous n'êtes pas entrepreneur, vous êtes obligé dans ce monde d'avoir ces qualités. Si vous voulez vivre, continuer à vivre, c'est-à-dire persévérance, parce qu'on est dans un contexte où le marché du travail se rétrécit de plus en plus, il faut trouver des astuces, donc il faut être persévérant, il faut être très stratège, il faut être très créatif. Surtout. Est-ce que ça, l'innovation, est-ce que ça aussi s'est adapté avec notre culture? Déjà, le système, ça remet beaucoup de choses. La manière dont, avec le système d'éducation, là c'est le parcourisme, on répète, on ne laisse pas. Oui. Et un jour j'étais un peu choquée quand, à la maternelle, quand l'enseignant imposait le même dessin, elle dessinait, elle disait aux enfants de décider la même chose. À la maternelle. À la maternelle. C'est-à-dire, ça, c'est parlant, ça. Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que l'enfant doit reproduire exactement. Donc, il n'y a pas cette libération de l'imagination. On ne peut pas... Moi, je me dis que c'est des choses qui ont changé.
dessiner quelque chose et laisser l'enfant maintenant imaginer, dessiner ce qu'il veut. Donc, tout ça, on doit revenir au b.a.-ba, la manière dont on doit éduquer, l'éducation, l'école, mais aussi dans nos familles, la manière dont on doit former. Parce que vous voyez dans le quartier, un jeune comme Djibril, on lui dit que bon, ce jeune-là, il a beaucoup de trucs, vraiment, comment on appelle ça, d'autres trucs, c'est des... voilà, donc au lieu de l'encourager, il y a des gens qui ont découragé parce qu'on voit Djibril rentrer ici, sortir cela, ça dérange certains dans le quartier. Donc déjà, les gens veulent tellement vous mettre dans des cases. On ne veut pas des gens qui font autre chose, on veut que tout le monde fait la même chose et ça aussi, c'est des choses où on doit dépasser en fait. Exactement. Voilà, avoir des jeunes dans le quartier qui prennent des initiatives, qui font ça, les encourager au lieu de leur dire que ça ne va pas aboutir. Donc, avoir cette confiance en soi, cette persévérance, être toujours positive et rêver. Il faut toujours rêver. Il faut toujours rêver, faire des rêves. Vous allez vous dire que c'est impossible, mais c'est extrêmement important d'avoir ces rêves et de travailler pour atteindre ça. Alors, j'ai lu quelque part dans un exposé de sociologie sur l'entrepreneuriat, un entrepreneur est une personne qui est prête à mettre en jeu sa carrière et sa sécurité financière pour mettre en œuvre une idée, son temps, son capital dans une entreprise risquée. Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'une personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat doit être suivie, c'est-à-dire doit avoir une assistance psychologique, morale à ce stade-là? C'est extrêmement important parce que c'est le risque en fait. Tu investis tout ton argent, il faut avoir l'appui derrière, la famille, la compréhension. Et aussi, il faut avoir tout ce mental, un mental fort. Et peut-être l'ADER, parce que l'ADER est en train de se construire, parce qu'avant, il n'y avait pas la formation. Avant, c'était le financement. Maintenant, il y a la formation. Ils savent qu'il faut accompagner les gens avec ça. Et peut-être demain, il y aura en tout cas un bureau, une unité qui va accompagner psychologiquement, tout ce qui est moral. Voilà, peut-être dans les années à venir, c'est une construction. Mais c'est extrêmement important d'avoir ce soutien. C'est extrêmement important de discuter avec quelqu'un qui te dit que, qui va te mettre en confiance dans un contexte où tout est effondré, tu n'as plus rien. Donc d'avoir, au-delà de l'argent, parce que tu peux avoir l'argent mais tu n'es plus motivé, mais d'avoir une équipe qui va te dire qu'exactement il faut y aller, c'est important, voilà, tu as telles qualités. Je pense qu'on a besoin de ça. Bon, c'est des structures qui n'existent pas, mais c'est extrêmement important dans ce contexte où c'est difficile de faire de l'entrepreneuriat au Sénégal et en Afrique. Alors, peut-être pour rebondir, c'est des choses qui sont là, qui sont prises en charge, avec notamment l'implication des incubateurs qui accompagnent les entrepreneurs de la DRFJ, notamment dans tout ce qui est pré-incubation, incubation. Nous avons d'ailleurs un programme au niveau des universités avec le programme SEED. Ça, c'est pour accompagner les étudiants et qui ont des idées d'entreprise, entre autres, et aussi pour pouvoir les former dans tout ce qui est business plan, développement personnel, motivation, les pousser en tout cas, les porter et les aider à grandir. Selon moi, le premier soutien moral doit venir, la première structure, c'est la famille. Oui. Voilà, parce qu'on se réveille, c'est la famille qu'on voit en premier, on se couche, c'est la famille qu'on voit en premier. Donc, surtout les parents, je dis surtout les parents, parce que nous sommes dans une ère où l'entrepreneuriat est très prisé. Et malheureusement, nos parents, ils étaient dans ce système qui n'était pas le système entrepreneurial, le système classique, en quelque sorte, salarial. Oui. Voilà. Ils ont je dirais, cette façon de voir qu'il faut aller à l'école pour être salarié. Il y a certains jeunes aujourd'hui qui se révoltent contre leurs parents pour juste suivre leur passion ou suivre leur passion, oui, je dirais passion entrepreneuriale. Et certains parents sont les premiers entraves, voilà, les facteurs bloquants. Donc, ce sont les parents qui doivent être, je dirais, le premier soutien moral, doivent être la première chose ou je dirais les premières personnes à qui on doit se confier et qui doivent nous accompagner. Voilà. Pourtant, on voit de plus en plus des jeunes qui s'affirment. Il y en a qui quittent même l'Occident avec de bons emplois, de bons salaires
et qu'ils reviennent avec toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer au Sénégal, notamment tout le contexte social, tout ce qui est emprunté et ne pas remboursé. Donc c'est des choses qui peuvent entraver ou bien jeter de l'eau froide dans la motivation de l'entrepreneur, mais ils essaient de s'adapter. Donc il y a l'aspect résilience qui est assez importante et aussi s'affirmer. Savoir dire non, savoir tenir tête. Si on n'est pas capable de tenir tête à des gens, c'est que voilà, on n'ira pas forcément loin et nos aptitudes entrepreneuriales vont subir un sacré coup. Donc moi, je fais un clin d'œil à toutes ces personnes qui abandonnent salaire et derrière le salaire, il y a aussi tout ce qui est sécurité sociale, parce qu'on est entrepreneur, on n'a pas l'assurance santé forcément, on n'a pas la retraite. Il faut s'organiser pour gérer tous ces aspects soi-même. Et pourtant, il y en a qui laissent de côté tout ça parce qu'ils veulent être libres de gérer leur temps, de leur mouvement et de pouvoir aussi s'investir dans leur passion. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez fait le même constat que moi, on voit sur la toile des solutions miracles pour devenir riche, pour réussir du jour au lendemain dans notre projet et tout ça. Et ce qui fait que le rêve et l'émotionnel, ça prend le dessus sur l'esprit rationnel. Donc, dans quel état d'esprit est-ce qu'on doit se mettre lorsqu'on souhaite entreprendre? Pour moi, il faut être réaliste. Savoir que ce n'est pas de l'utopie, c'est du concret et c'est une dure réalité. Il faut éviter aussi le mimétisme parce qu'on a l'habitude de voir quelqu'un réussir dans un secteur ou dans un domaine. On se dit, ok, on va faire la même chose. On ne sait pas par où la personne est passée plus tôt. On ne sait pas quel est le marché de cette personne. Lui, il fait des maths, ça marche super bien peut-être. Moi, je vais me dire, ok, je vois qu'il fait beaucoup de chiffres d'affaires, je vais faire la même chose. Je n'aurai pas forcément le même résultat. Et en termes de qualité, en termes d'expérience. Et même en termes de relationnel, parfois, c'est des choses qui peuvent impacter positivement ou négativement. Du coup, on constate, même nous, au niveau de l'ADER, qu'on reçoit presque les mêmes types de projets. Tout le monde va nous proposer les mêmes choses. Ça, c'est le problème d'esprit créatif, voilà, d'innovation, qui est un problème. On va avoir les mêmes business plans et on se rend compte que certainement, c'est quelqu'un qui est resté dans un petit coin du quartier et qui a fait le même business plan pour échange avec l'argent, pour tout le quartier. Et pour dire, ok, allez-y déposer ça au niveau de l'ADER. Mais il faut prendre en considération le marché. Est-ce que le marché est capable de pouvoir absorber les produits que je vais leur proposer pour qu'après, que moi je puisse trouver en tout cas de la cohérence et de la substance dans mon projet. Donc il faut être créatif, il faut s'affirmer, faire ce qu'on aime, mais aussi être réaliste. Parlant de la créativité, j'ai une petite anecdote à raconter. Il y a un de mes amis qui me disait, oui Sarah, tu vois, le domaine des boissons, ça marche et tout. Il faut qu'on se mette dedans, il y a beaucoup d'argent. J'ai dit franchement, s'il y avait beaucoup d'argent, tu ne penses pas que les gens qui vendent ça seraient déjà riches aujourd'hui? C'est pas parce qu'une personne fait ça, qu'elle a réussi, que tu vas faire, que ça va réussir. C'est pas parce que tu vois des entrées que si toi tu le fais, tu auras ces mêmes entrées-là. Donc il faut pouvoir, je sais pas, mettre une âme dans son business pour que ce soit le tien. Par exemple, moi, il y a certains modèles que mes amis très proches, ils ont copié, c'est-à-dire ils n'ont rien changé. Et ça, c'est des choses qu'il faut prévoir. Je me suis dit, si par exemple Adama Paris, tout le monde la copie, qui suis-je? Donc je me dis, même si par exemple on te vole tes modèles, on ne pourra jamais te voler ta créativité. Mais il faut toujours innover. C'est ça. Toujours. C'est ça. Il ne faut pas rester dans son confort, dans sa zone de confort. Il faut toujours chercher à évoluer. Et moi aujourd'hui dans mon activité, même si, enfin je n'appelle pas ça des échecs, parce que ces échecs-là, ça me permet... Les leçons apprises. Oui, parce que j'apprends toujours. Et par exemple, je peux participer à des foires où je mets beaucoup d'argent et c'est un fiasco total. Mais à cette foire-là, j'ai fait des rencontres qui me permettent d'oublier même cet argent que j'ai investi. Et après, j'ai des clients que j'ai rencontrés, des rencontres que j'ai faites qui me rappellent pour me commander d'autres produits. Donc pour moi, j'essaie toujours de tirer des leçons de ces soi-disant échecs parce que ça m'aide toujours à aller. Si vous me permettez, peut-être je vais poser une question. En tant qu'entrepreneur, est-ce que vous ne ressentez pas trop le poids de la location
Et aussi, si c'est le cas, est-ce que vous avez des alternatives, notamment le digital, pour pouvoir valoriser vos produits? On sait que ça fait partie des charges très lourdes dans le cadre du business. Est-ce que vous êtes confronté à ça et est-ce que vous avez d'autres solutions alternatives? Là, en ce moment, je suis en train de finaliser un site internet. Parce que pour l'instant, justement, mon activité, même si ça le nécessite, ça ne m'a pas permis de pouvoir aller louer ailleurs. Pour l'instant, j'ai un espace chez moi que j'ai aménagé pour justement m'épargner les charges de location. Mais en même temps, le digital, oui, c'est la solution. Présenter mes produits sur une plateforme, voilà. C'est ce à quoi j'attends. Pour l'instant, je suis sur les réseaux comme Facebook et Instagram. Et là, bientôt, d'ici, le site est en train d'être finalisé. J'aurai mon propre site internet pour vendre mes produits. Je vois sur les réseaux sociaux des femmes qui demandent nous avons 20 000 francs, nous souhaitons entreprendre. Est-ce que ça suffit? Quel est le conseil que vous donnez à ces femmes, vous, en tant qu'entrepreneur qui êtes parti de rien, on va dire? Moi, je me dis, il n'y a pas de minimum de capital de départ. Il ne faut pas attendre d'avoir un certain capital pour commencer. Tu as un minimum, tu commences avec ce que tu as. Parce que ce n'est pas en garantissant un stock, un grand stock, que tu vas forcément les écouler. Commence avec ce que tu as. Ne fais pas comme les autres autour de toi pour les copier. Et vas-y à fond. Parce que l'activité, c'est l'amour que tu as, la passion que tu as pour ton activité qui va te permettre, malgré tous les échecs, de te relever et de continuer. Merci. C'est le conseil que je donne. Et Djibril, en tant que jeune entrepreneur, étudiant encore, et qui est dans la transformation de fruits, quel conseil vous donneriez à ces jeunes qui sont à la recherche d'emploi, qui sont étudiants, qui sont élèves et qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat? Moi, je leur dis de sauter, de ne pas avoir peur. Parce que c'est parfois c'est la peur qui nous empêche, je dirais, de commencer. La peur de la critique, la peur de se faire rejeter, et la peur de faire un échec. Je dirais la peur en quelque sorte. On est au bord de la piscine, si on ne saute pas, on ne saura pas si l'eau est froide ou l'eau est chaude. Donc il faut s'y mettre, il faut passer à l'action en fait. Il faut passer à l'action pour savoir qu'est-ce que vraiment l'entrepreneuriat. Merci Djibril. Et Dr Ba, en tant que sociologue, on sait que l'entrepreneuriat c'est synonyme de risque. Mais tout de même, si on tombe, on se relève, quel conseil est-ce que vous donneriez à toutes ces personnes qui nous regardent aujourd'hui? Je sais que l'auto-emploi, c'est une priorité et c'est une nécessité. Dans un contexte où le travail salarié est très très limité, il y a peu d'entreprises, l'État n'offre pas d'emploi. Donc c'est forcément là qu'il faut agir et il y a beaucoup de potentialité dans notre pays. Donc je dirais que il faut que l'individu puisse se mettre en avant sa personnalité, sa personne. Il faut un recentrage de l'individu, ne pas calculer les autres. Je pense que ce que Djibril disait, c'est trop dire qu'est-ce que les autres vont dire de moi, etc. Vous avez votre rêve, faire tout pour que ce rêve se réalise. Si vous tombez, s'il y a des échecs, tirez des leçons et avancez. Et pour terminer, Madame Diaw, en tant que membre, je vais dire, de l'ADER, quel est le conseil que vous donnez aujourd'hui à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Pour moi, d'abord, bien penser son idée, parce que tout part de l'idée. Savoir où est-ce qu'on veut aller, savoir aussi que le chemin ne sera pas facile. Essayer d'apprendre des autres aussi, ne pas s'enfermer. Il faut toujours apprendre, essayer de demander des conseils. Partir à partir de la base pour progresser. Ne pas vouloir décrocher la lune dès le début. Savoir que voilà, il y a des escaliers. Parfois on peut glisser, parfois l'ascenseur redescend vers la mezzanine pour remonter voilà, vers le ciel, entre autres. Mais voilà, c'est un cheminement qui n'est pas linéaire, qui façonne la personne tout au long donc, de ce parcours. Et dans les relations humaines aussi, c'est important pour les interactions, pour s'enrichir et aussi coller à la réalité sociale, coller à la réalité économique, essayer de proposer
ce dont ont besoin les personnes, mais pas forcément essayer de recréer la roue aussi. Parfois, on ne peut pas recréer la roue. Il y a des réalités à prendre en considération. Allez-y, foncez, tout en essayant aussi d'être réaliste. Être entrepreneur, c'est le début des choix difficiles. L'entrepreneuriat, c'est un parcours de combattant, mais on peut y arriver. La réussite est au bout de l'effort. Alors, nous sommes au terme de notre émission Ici, on en parlait, avec comme thème l'entrepreneuriat, un parcours de combattant. J'ai été très heureuse de partager ce plateau avec mes 4 invités qui, malgré un emploi du temps chargé, ont accepté de venir sur ce plateau pour échanger. Et je remercie toute l'équipe invisible de la WF1 TV, grâce à qui cette émission a été réalisée. Je remercie aussi mes invités et je remercie aussi les téléspectateurs. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur nos différentes plateformes et je vous dis à très vite pour un autre numéro de Ici on en parlait.